Alors, c'est une conversation. On va commencer à se vouvoyer. Je ne sais pas si on tiendra, puis si on se tutoie après, c'est pas grave. Vous savez qu'à la radio, à la télévision, on nous interdit de tutoyer ceux qu'on connaît, parce qu'on nous dit toujours, si vous tutoyez votre interlocuteur, vous excluez le public, qui pense qu'il a affaire à deux amis, ce qui est vrai, et ils se sent exclus. Alors on va essayer, et puis si ça dérape, on verra bien jusqu'où nous irons. De toute façon, c'est une conversation, beaucoup plus même qu'un dialogue, sur un sujet qui nous est cher. Alors, je me souviens que quand, chère Nathalie Reims, on avait évoqué l'idée avec Corinne Bacharach de parler des Rothschild ici, vous m'avez dit, oui, mais pas sur l'affiche. Il ne faut pas être aussi explicite sur l'affiche. Oui. Oui, c'était les non, cheveux. je m'étais mis comme seul cahier des charges, comme seule interdiction de mettre les noms, peut-être pour essayer de rendre le roman, le récit plus universel. Le nom que vous avez évoqué, Pierre, c'est un nom pour moi, et on y viendra à travers le portrait, qui est tellement emblématique de fantasmes, comme ça, de choses extrêmement fortes, qui a un poids historique et un poids de l'image qui est tellement considérable que j'avais peur que ce nom vienne complètement parasiter le récit. Et puis ensuite, parce que je savais que ce roman, dans lequel il y avait, comme l'a dit Corinne, beaucoup d'autobiographies, serait très violent pour un certain nombre de personnes dans ma famille, et il n'était en rien pour moi question, comme l'a fait Félicité Herzog, qui a écrit un roman qui est très bien d'ailleurs, c'est pas pour dire du mal de Félicité Herzog, mais il était en rien question pour moi de régler le moindre compte avec cette famille. Cette famille, c'est la mienne, je l'aime, elle m'a élevée. J'avais juste besoin de pouvoir raconter le rapport entre une fille et sa mère, et qu'est-ce qui faisait que ce rapport à un moment avait totalement dysfonctionné par l'arrivée d'un tiers, c'est-à-dire d'un homme, et comment est-ce que le silence, le poids du silence dans une famille peut permettre toutes sortes d'exactions psychologiques dont la narratrice, je ne dis pas qu'elle est victime, mais elle se sent victime. Voilà. Alors vous avez bien planté le décor, c'est tout à fait ça. Enfin, bon, d'abord, il faut rappeler à ceux qui ne connaissent pas les précédents, donc ça doit être le 13e ou 14e livre. C'est le 14e. 14e livre, oui, il y en a eu donc beaucoup avant, qui sont des romans, des récits, oui. Des récits autobiographiques, puis parfois des récits sans genre en fait, déterminé. Tout est plus ou moins autobiographique, oui. Même dans ceux les plus romanesques. C'est toujours une écriture au jeu. Il y a toujours une narratrice avec un âge un peu incertain. Voilà. Oui, mais en même temps, celui-ci, moi je les ai tous lus, hein, et en leur temps. Je sais, c'est vous qui m'avez lancé, Pierre. Oui, mais c'est la vérité. C'est vous qui m'avez découvert il y a 14 ans, donc forcément. Alors, dans ce qu'elle écrit, il y a de tout. Il y a le premier roman était extrêmement autobiographique. C'est un récit magnifique sur votre frère Louis et sur Charles Denner aussi, qui était en arrière-plan, frère disparu tragiquement, et qui était le roman inaugural, le récit inaugural. Puis après, il y en a eu d'autres. Il y en a eu quelques-uns qui étaient assez gothiques, je dois dire. Ça, c'est mon point de vue. Bon, que j'avais bon, c'était autre chose. Ça, c'est une part de moi et gothique. Pierre, oui. Vous n'y pouvez rien. Oui. Hein. Et puis alors, il y a celui-ci qui, pour moi, réunit le meilleur de tout ce qu'il y a eu dans les autres. Grande sensibilité. Là, je dis ce que je pense, et puis après, voilà, c'est extrêmement émouvant. Alors, effectivement, la réussite, c'est qu'on est dans l'universel et non pas dans l'histoire d'une famille. C'est surtout pas un roman à clé. Surtout pas. Même si on ne sait pas qui est derrière qui, c'est pas grave. C'est pas le problème. Et en même temps, bon, moi je savais, mais c'est pas le problème. C'est effectivement l'histoire des relations entre une fille et sa mère, du point de vue de la fille. Du point de vue de la fille. Du point de vue de la fille. Mais je pense que justement, ce qui m'a intéressée dans le fait qu'on ait cette discussion tous les deux, et c'est moi qui vous en ai parlé la première, je crois, l'année dernière, quand j'étais sûre de pouvoir terminer ce livre, c'est que c'est à la lecture en fait du portrait que vous avez fait de Betty de Rothschild que j'ai compris, malgré que ce soit un roman qui a un point de vue hautement historique, avec des faits avérés, qu'on pouvait s'emparer
d'un sujet un peu monumental comme celui-là et en faire un roman. Parce que pour moi, Betty, je l'ai lu comme un roman. D'abord, vous m'avez appris beaucoup de choses que je ne savais pas, puisque je suis dans une famille qui ne parle pas beaucoup d'elle. Il faut aller chercher les questions au forceps, et encore, on n'en a pas toujours les réponses. Donc, étant élevée avec assez peu de curiosité sur cette famille, aussi bizarre que ça puisse paraître, je crois que c'est lié aussi au fait qu'on vous élève avec une forme de silence. C'est en lisant le portrait que je me suis dit, mais au fond, finalement, il ne faut pas être écrasé par le poids des choses et on peut tout romancer. Alors, les choses se renvoient, c'est en lisant le portrait que... Et en même temps, le portrait, c'est aussi en partie grâce à Nathalie Reims et aussi à Liliane de Rothschild, que j'ai pu le faire, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, les choses se reflètent et se renvoient l'une à l'autre. Avant de parler de quelque chose de fondamental, c'est pour éclairer pour tout le monde votre lien de parenté avec la famille quand même. Et on va expliquer les choses. Je voudrais signaler qu'il y a une exposition actuellement qui dure encore quelques jours, je crois, 5 ou 6 jours, à la BNF, mais site Richelieu, c'est-à-dire l'ancien site, Galerie Mansart, sur les Rothschild. Et vraiment, si le sujet vous intéresse, et je pense qu'il vous intéresse, parce que sinon vous ne seriez pas là ce soir, je vous enjoins d'y aller parce que les Rothschild, c'est plus que les Rothschild. C'est-à-dire que l'exposition est modeste. Tu l'as vu, non? Vous l'avez vu, non? Non. Elle est modeste parce que c'est essentiellement les fonds de la BNF, des documents qui sont importants. Il y a le portrait de James par Flandrin, mais par exemple, il n'y a pas le portrait de Betty. Et pour cause, parce qu'il est à la banque, et il sort pas. Enfin, Betty sort pas souvent le soir. Hein. Et David veille à ce que. Bon, c'est quand même Ingres, c'est un des plus beaux portraits d'Ingres. On peut pas le prêter comme ça. Mais l'exposition vaut le coup parce que ce ne sont pas que les Rothschild, c'est aussi les Pereire, les Cannes d'Anvers, les Camondo. Et voilà, c'est ce qu'on a appelé, entre guillemets, l'aristocratie juive de la fin du XIXe siècle. Et c'est un tableau d'une époque et d'un milieu. C'est en ça que l'exposition est intelligente, c'est le milieu. Évidemment, l'emblème de ce milieu, c'est le nom Rothschild. Alors, avant d'aller plus loin, il faut quand même expliciter ce qui est naturellement implicite dans le livre, mais qui doit être explicité ici pour nos amis ici présents. On ne va pas parler que de moi, Pierre. Non, mais vous vous appelez Reims. Donc, ce que tout le monde sait, c'est que vous êtes la fille de Maurice Reims. J'aimerais bien que tout le monde le sache encore longtemps, parce que je trouve qu'on me le demande de moins en moins et que les gens ont une mémoire assez courte. Je pense que si Maurice est encore de ce monde, on lui demanderait vous êtes le père de Nathalie Reims? C'est sûr. Oui, bah oui. Non, enfin, oui, je suis absolument la fille de Maurice. Enfin, je pense que je suis la fille de Maurice Reims. Ça, c'est déjà un aveu. Donc, la fille de Maurice Reims, ça on le sait. Pour le reste de la famille, explicitez votre lien exact avec les Rothschild. Alors, je suis la fille de Lily née Kramer. Ma grand-mère, Alix Schei von Koromla, a épousé... alors, son père était né Schei von Koromla, et la mère de ma grand-mère, Alix Schei von Koromla, était née Goldschmidt Rothschild. C'est un peu compliqué à suivre, mais on va essayer. Donc, ma grand-mère Alix, qui s'est appelée Alix de Rothschild, donc, avait une sœur qui s'appelait Minka, qui n'a pas eu d'enfant, mais cette grand-mère Alix a épousé en première noces un monsieur Kramer, qui est mort en... Léo, en quelle année? En 1900... Elle l'a épousé où? Elle l'a épousé à Francfort. Elle l'a épousé à Francfort. Elle l'a épousé à Francfort. Ma grand-mère vient de Francfort. Ma mère est née à Francfort en 1932. En 1932, Léo? En 1932. Et elle a perdu son père, monsieur Kramer, à l'âge de 3 ans. Et puis comme on faisait très souvent dans ces familles-là, Vice is nice, but incest is best, because it stays in the family. On a tout de suite marié la petite Alix, qui était veuve très jeune avec une petite fille, Lily, à son cousin germain, qui était Guy de Rothschild.
Donc ma mère est la fille d'Alix de Rothschild, née Scheivan Koromla Goldschmidt Rothschild, et élevée par Guy de Rothschild, qui était le cousin germain de ma grand-mère. Ensuite, ils se sont séparés. Guy de Rothschild a épousé Marie-Hélène, mais entre-temps, il avait eu avec Alix David de Rothschild, qui est donc le demi-frère de ma mère Lily. Ensuite, ils se sont séparés, il a épousé Marie-Hélène et ils ont eu Édouard. Voilà. Et donc c'est fatigant. Enfin, bon, donc David est votre oncle? Oui, alors, on pourrait dire que c'est mon demi-oncle, mais en fait, c'est mon oncle, parce que voilà, j'ai grandi d'abord sur les mêmes endroits, les mêmes lieux. J'ai toujours une maison à Reux, en Normandie, dans la propriété familiale. Et c'est la personne avec et Olympia et les enfants, c'est ma famille, c'est eux. Après, j'ai des liens au mariage et aux enterrements avec les gens de la famille que je peux croiser. Bon, j'aimais énormément Élie et Liliane, mais ça c'était vraiment moi qui avais développé un rapport adulte avec eux, et j'avais énormément de tendresse pour eux. Mais ma famille, les gens de mon quotidien, les gens avec lesquels j'ai été élevée, c'est ma grand-mère, mon oncle, sa femme et leurs enfants. Dans le roman, le livre, les portraits, là ils ne sont pas nommés, mais on les voit tout de suite, il n'y a pas la peine de chercher des clés. Les personnages que vous aimez le plus, alors David, on sait que vous l'aimez, il y a une tendresse, en même temps il apparaît comme un personnage assez faible, par gentillesse. C'est-à-dire que les gens trop gentils, soit on dit qu'ils sont faibles, soit qu'ils sont lâches. Enfin, je pense que dans ce cas-là, moi je l'écris du côté de la narratrice, et donc de ce qu'elle a pu vivre dans cette histoire et dans cet abandon maternel. En fait, je pense que justement le fait que ma mère et lui aient eu presque 13 ans d'écart fait que j'avais une grand-mère merveilleuse qui a été un immense mécène, qui a fait énormément de choses pour les artistes, mais qui a été peut-être plus une femme extraordinaire et une grand-mère extraordinaire qu'une mère extraordinaire. Alix? Oui. La baronne Alix, oui. Qui était d'une grande élégance, oui. Moralement et tout. C'était une femme absolument fabuleuse dont je garde des souvenirs très forts et très émus. Et je n'en parle pas dans le livre parce que je trouve qu'il faudrait lui consacrer un livre. Je suis même étonnée qu'il n'y ait pas une biographie sur elle avec tout ce qu'elle a fait, pour, y compris la communauté juive, enfin, bref. Mais, en tout cas, ma mère a été très vite une mère de substitution pour son demi-frère, pour David. Et je pense qu'à partir de là, il a développé un espèce d'attachement et d'amour extrêmement profond pour elle, qu'il a toujours, parce qu'il en parle alors qu'elle est morte depuis beaucoup d'années maintenant, toujours avec beaucoup d'émotion. Et il a considéré qu'à partir du moment où, puisque c'est l'histoire d'une femme qui tombe raide amoureuse d'un homme et qui va tout lâcher pour cet homme, surtout sa fille adolescente, moi en l'occurrence, et il se trouve que il a considéré que c'était son droit et qu'elle avait le droit de, comme on dit entre guillemets, péter les plombs. Enfin, c'est pas comme ça qu'elle l'a vu, mais c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Et à partir de là, il l'a toujours défendu. Et il y a aussi, bizarrement que ça puisse paraître dans cette famille, une vertu. C'est une vertu, la gentillesse. C'est vraiment quelque chose de réel, la gentillesse. C'est-à-dire que c'est des gens extrêmement gentils. Oui, mais cette gentillesse... Mais quelquefois, la gentillesse peut conduire à se confondre avec la lâcheté. C'est comme ça que moi, je l'ai vécu dans ce cas-là, parce que j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui hurle à ma place, et personne ne l'a fait. Donc, voilà. C'est ce qui ressort donc, du portrait de celui qu'on identifie facilement comme David. Alix, vous l'avez dit, c'est une merveille à tout point de vue, et c'est la personne probablement à laquelle vous êtes la plus attachée. Dans ma famille, oui. Alors, votre père, Maurice Reims, c'est autre chose, c'était la séduction même. Oui, mais en même temps... En plus, au moment où j'ai travaillé avec Léo Cher, mon éditeur, sur le texte, le problème s'est posé, parce que j'avais bien l'impression de lui donner une part très minime dans cette histoire. Il a déjà été servi par ailleurs. Et Léo m'a dit, à juste titre, je lui avais consacré Les Fleurs du Silence, il était un des personnages du Rêve de Balthus, puis Le Fantôme du fauteuil 32, qui était l'histoire de son fauteuil à l'Académie. Oui. Il fallait que je me...
que je me débarrasse un peu du problème. Donc j'ai dit qu'il était très absent, ce qui était vrai. Mais lui aussi a passé son temps à me dire, écoute, il faut comprendre ta mère. Enfin, tout le monde voulait que je la comprenne et mais j'ai pas compris, quoi. On va y venir. Le grand-père Guy n'en sort pas grandi de ce portrait de famille, disons-le ainsi. Je crois qu'il ne s'est pas senti très concerné, surtout, ce qui peut se comprendre. Marie-Hélène de Rothschild, bon, qui vient bien après tout ça, ressemble assez à une sorcière malfaisante. C'est-à-dire qu'après, il y a des personnages, il faut essayer de leur donner un peu un caractère romanesque. Mon idée de départ, c'était de construire ça comme un conte. J'ai toujours été très passionnée par les contes de fées. D'abord, j'ai été élevée avec les contes de fées. J'y ai consacré un roman qui s'appelle Le chemin des sortilèges. Et je trouvais que c'était bien de le construire comme une sorte d'Alice au pays des merveilles. Parce qu'on sait bien qu'Alice au pays des merveilles, c'est quelque chose d'assez terrifiant au fond. On le comprend d'autant plus quand on lit à un certain âge. Donc, bon, pour moi, dans ma figure livresque, c'était un peu la reine, c'est la reine des cartes, quoi. Donc, elle donne les cartes, elle dispense des grâces, ou alors elle dispense des sentences. On défile dans sa chambre et on est soit on a des remontrances, mais enfin, en même temps, c'est un personnage de roman parce que c'était une femme extraordinaire, d'une intelligence hors du commun, et puis qui a donné à cette famille, moi je trouve en tout cas, je parle des fêtes, je parle de ce qu'était Ferrière à la grande époque, que j'appelle Gombière dans le roman. Mais Ferrière est un personnage du livre. Oui, très il important. Est un personnage du livre. Mais je dirais que la splendeur, d'une certaine façon, avec la disparition de Marie-Hélène, on est passé de la fin du 19e siècle à la fin du 20e siècle. C'est-à-dire que pour moi, sa disparition a fait complètement basculer les choses. Et on est devenu beaucoup plus, comme dirait notre cher président Hollande, une famille normale. Alors, une famille normale, les Rothschild, à ce point? Non, enfin... Quand on vous lit, on n'a pas l'impression. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tous les fastes, les fêtes, les bals, les choses qui aujourd'hui seraient totalement inenvisageables, ressemblaient beaucoup la vie ressemblait beaucoup à un feuilleton que vous et moi nous affectionnons beaucoup, qui s'appelle Downton Abbey, mais il se trouve que, on change de siècle. Tout d'un Alors d'abord, il faut dire que le château de Ferrières, donc, il se trouve à une demi-heure de Paris à peu près. À la hauteur de Euro Disney. Pour que les gens visualisent à peu près. Mais en principe, on ne doit pas le confondre avec Euro Disney. Non, Pierre, mais vous voyez, il faut dire les choses aussi comme elles sont. C'est pour situer. Donc Ferrières, hélas, a eu un mauvais destin, parce qu'il faut rappeler quand même que ce château a été construit par l'architecte Paxton à la demande de James de Rothschild, qui en a fait quelque chose d'exceptionnel. Napoléon III est venu à un banquet qui est resté historique dans ce château, et il n'allait pas tous les week-ends dans les châteaux, hein, donc l'empereur. C'est resté dans les mémoires. Son destin est moche, peut-être par la faute de la grand-mère d'Alix, parce que c'est elle qui l'a donné. C'est elle ou c'est Marie-Hélène? Non, pas du tout, c'est Marie-Hélène. C'est pas non plus. Ça a été une décision collégiale, parce que pour avoir passé une certaine partie de mon enfance le week-end là-bas, je vous assure que c'est inimaginable. Aujourd'hui, c'est irracontable. Je trouve que Ferrières mériterait un roman, mais c'était pas possible de supporter un endroit comme ça. Parce que c'est un domaine d'abord immense à entretenir. Les fastes, le monde, la vie en bas, la vie en haut. On sonnait, vous savez, comme à l'ancienne, il y avait un tableau en bas avec des sonnettes, tout était fait à la maison. Il y avait, je sais pas, il y avait 30, 40 employés de maison, c'était des fastes, c'est une espèce de vase clos, c'était énorme d'entretien, et à un moment donné, raisonnablement, la famille du côté de Guy, ils ont décidé de me donner à l'État parce que c'était trop. Et à la chancellerie des universités, ce qui était une grave erreur. Oui, ça. Oui. Puisque c'est donc le recteur Mallet qui s'en est occupé, donc il s'en est pas occupé en fait. Non. Et résultat, aujourd'hui. Alors pour tout vous dire, Pierre, des films. Quand je me suis mis à écrire Laisser les cendres s'envoler, je me suis posé la question de savoir si j'allais y retourner, puisque je n'y étais pas retournée depuis 30 ans. Presque.
Je n'y suis pas retournée parce que je trouve que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les lieux qu'on a aimés, les appartements qu'on a aimés, les endroits où on a grandi, une fois qu'on les quitte, je trouve que c'est bien de refermer la porte des souvenirs dessus. Alors après, on ne sait plus très bien si c'est la réalité, si c'est pas la réalité, mais en tout cas, les lieux restent intacts. Donc pour moi, Ferrières restera Ça vaut mieux. toujours comme je l'ai vécu. D'autant plus que le château a été vidé totalement de ses meubles, de ses tableaux, donc il reste que des murs et un endroit fantomatique qui est loué pour des films ou des mariages. Des mariages. Et là, il est fermé, il est en travaux, je sais pas. Enfin, bref. Je me souviens que quand je me suis lancé dans le travail sur le portrait, qui consistait donc à raconter la famille Rothschild, branche française surtout, mais vue par une femme sur un tableau, donc tout ce qu'elle voyait défiler, là où elle était accrochée. Le tableau. Oui, le tableau. Il y a deux personnes. Alors, j'ai fait des recherches. Bon, j'ai notamment eu accès à David, qui lui-même a donné accès aux archives de la banque Rothschild, qui se trouve à Londres. Et ces archives contiennent toutes les archives de la famille. La banque Rothschild de Londres, ce qui a été très utile, et ça, c'est grâce à Nathalie. Mais il y a deux personnes qui m'ont. Pardon, Pierre. Oui. C'est grâce à vous, parce que si Non, vous non. ont ouvert la porte, c'est vous. Bon. Ils sont méfiants. Hein, donc, c'est votre réputation, Pierre, qui est une réputation qui n'est plus à faire. J'entrais dans la banque comme ça, je disais bonjour à l'entrée. Je vous en prie. Je me suis senti tout d'un coup très riche. Mais pas longtemps, hein, mais très riche. Enfin bref. En plus, il y avait la galerie d'ancêtres au rez-de-chaussée, c'est dans la City, c'est vraiment très bien. Il y a deux choses qui ont compté. On était très liés avec Liliane et Elie de Rothschild, qui était un couple formidable sur lequel il y a beaucoup à raconter. Et Liliane, notamment, ça faisait des années que je lui disais, je voudrais écrire un jour la biographie de la famille Rothschild, biographie de groupe. Et elle me disait oui, oui. Puis un jour, je me souviens d'un déjeuner à Royaumont, un dimanche, on était juste tous les quatre avec Angela, et puis elle m'a dit, mais vous ne pouvez pas faire la biographie de la famille Rothschild, parce que ça va vous prendre 10 ans, et il faut 4 volumes, de 1000 pages chacun, parce que c'est énorme. Il y a 5 branches, et chaque branche, la branche même italienne, la branche autrichienne, la branche anglaise, c'est une histoire, et la branche française, n'en parlons pas, c'est une histoire énorme, et une partie sera consacrée à la banque, et vous, les histoires économiques, ça vous barbe, ce qui est tout à fait vrai. Et il faut dire que c'est un peu barbant. C'est barbant. Non, mais l'histoire d'une banque, je veux dire, c'est intéressant pour pas pour nous. Donc, et elle m'a dit surtout, il faut imaginer une chose. Elle m'a dit, nous-mêmes, les Rothschild, on n'a toujours pas réussi à faire l'inventaire exact de toutes les œuvres d'art qu'on a possédées. Comment vous allez-vous pouvoir le faire pour quand même parler de ces acquis? Et elle avait raison, c'était énorme. C'est pour ça qu'après, grâce à ça, je suis rentré dans l'esprit de faire vu par un tableau, ce qui était plus limité. Et alors, il y a eu, un soir on a parlé de ça, on parlait de ça, et avec Nathalie, et elle m'a apporté juste un détail, qui est le genre de détail que le biographe ne trouvera jamais dans les archives, dans les lettres, dans les documents. Parce qu'on peut passer des années, ce que j'ai fait pour chaque livre, dans les archives, on trouve une mine d'informations. Et puis il manque parfois the human touch, le côté humain. Et alors vous m'avez dit, je me souviens très bien, vous avez remarqué, vous avez vu David? Alors oui, je dis j'ai vu David, on a pris un petit déjeuner, etc., on a parlé. Vous avez remarqué quelque chose? Je dis oui, il a un sourire craquant, et en même temps, il regarde un peu comme ça, avec les yeux un peu fermés, mais avec le sourire. Et vous m'avez dit, ça, c'est la marque Rothschild. Et effectivement, j'avais déjeuné avec Guy peu de temps avant pour parler de ce projet. Et Guy de Rothschild, qui avait 88 ans à peu près, on avait déjeuné ensemble au restaurant, et il regardait les gens comme ça au restaurant. Et il m'avait dit, ça, c'est Rothschild. Alors, redites-moi ce que vous m'avez dit sur cette marque, parce que c'est une vision du monde. Mais si, monsieur, rappelle-toi, enfin. Non, mais je me rappelle très bien, mais on est un peu enregistré, un peu filmé. Non, comment dire ça comment dire ça gentil? Non, mais c'est gentil. C'est-à-dire que c'est une façon d'être au monde. C'est une façon d'être au monde sans y être. C'est-à-dire, ils sont très dans le monde en même temps. Je ne crois pas qu'on puisse construire un empire comme ça si on n'est pas totalement dans le monde, mais c'est une façon de mettre une distance entre soi et les autres. Je pense que
C'est une façon de garder toujours les yeux mi-clos. Je crois que je le dis dans le roman d'ailleurs, les yeux mi-clos, je crois que j'en parle. Oui. De mettre une distance, voilà. C'est très complexe, cette façon à la fois d'être là, de donner son attention, jamais très longtemps d'ailleurs, et de se mettre en retrait. Les Rothschild, de toutes ces familles, y compris depuis Francfort, hein, donc depuis le milieu du 19e siècle en Allemagne, de toutes ces familles, y compris Königswarter, Fulzspringer, qui est la famille d'Iliane, Goldschmidt, etc., c'est la seule qui est perdurée à ce point, en gardant son nom, et à peu près un certain nombre de valeurs et de traditions. Dans ce qui est resté, dans ce qui a persisté, est-ce qu'il y a encore quelque chose de juif? Quelle question, mon Dieu. Parce que... Oui. Hein, alors ça, c'est tellement incroyablement difficile à expliquer. C'est être juif comme on respire. Ce qui reste juif. Je ne sais pas, parce que moi, j'ai été élevée par des parents complètement athées. Ce qui fait que, je le raconte dans d'autres romans, enfin bon, j'ai eu une crise mystique comme beaucoup d'enfants à l'âge où j'ai vu mes petits camarades à l'école faire leur communion. J'avais une nanny qui nous a élevés comme on avait tous des nurses, hein. Aucun de nous n'a été élevé par nos parents. Donc, cette nanny que j'ai aimée beaucoup plus que ma mère et qui est morte il y a 4-5 ans, à 98 ans, était catholique. Donc bon, elle a été dire à ma mère... qu'est-ce qu'on fait? Et ma mère lui a dit ce que vous voulez. Donc bon, j'étais à l'église, j'ai appris le catéchisme, et donc je suis devenue une espèce de travestie. Non, je suis évidemment totalement juive, mais avec une certaine sensibilité à la religion catholique, parce que voilà, j'ai pas souvenir que on m'ait parlé de religion. Alors les fils, s'ils le désirent, parce qu'il y a eu beaucoup de mariages avec le temps. Au début, les gens se mariaient entre eux, et puis après, heureusement. C'était même, pardon de vous interrompre, c'était une règle édictée par le père fondateur de la dynastie Rothschild, c'est-à-dire à ses 5 fils, de dire il y a un commandement absolu dans la famille. Non seulement on doit rester entre juifs, mais surtout on doit rester entre cousins, pour ne pas que le capital s'échappe de la famille. Donc c'était ça, hein. Et ça a duré une génération. Oui. Et puis dès qu'ils sont arrivés à Paris... Non, après, bon, ils ont épousé des catholiques. Bon. Et après, je pense que les arrangements ont fait que les filles étaient plutôt élevées dans la religion catholique quand la mère était catholique, et les garçons faisaient leur bar mitzvah. Mais bon, après, ils sont... comment dissocier le judaïsme de l'essence même de cette famille? Parce que les garçons, les hommes conservaient le nom, alors que les femmes changeaient de nom. Bien sûr. Donc il y a ça d'une part. Oui. D'autre part, il y a le fait que, bien que la religion se transmette par la femme, chez les juifs, enfin il y a ça. Il y a d'autre part le fait que l'aîné de chaque génération Rothschild est tenu de tenir un rôle vis-à-vis du consistoire, hein, et vis-à-vis des institutions juives, en tout cas en France. Donc c'est un devoir. Je me souviens qu'Élie de Rothschild, qui était très provocateur, très franc-tireur, et qui était donc, Élie était le frère de Guy, et donc l'oncle, le cousin de Guy, pardon, excusez-moi. En fait, c'est tout ça, Alain et Guy, c'est des cousins. C'est des cousins, mais des cousins liés, extrêmement liés. Et Élie, qui était très franc-tireur, a été à une époque responsable du consistoire, responsable des institutions juives, et il en est sorti, et quand ça a été fait, je me souviens qu'un jour, à déjeuner chez lui, il m'avait dit, maintenant je vais pouvoir dire tout le mal que je pense des juifs qui m'emmerdent, et d'Israël aussi. Mais il le faisait aussi par provocation. Cela dit, le même Élie qui était comme ça, ça pouvait choquer, j'ai souvenir un jour d'un déjeuner chez lui, après la mort de Liliane, et il y avait à table, il me dit, alors, vous avez vu qui j'ai invité? Alors, il y avait la princesse de Breuil, il y avait la comtesse d'Enfer-Rochereau, enfin, la princesse de Polignac, enfin, il y avait que ça. Je faillis partir, parce que je me sentais tellement gêné. Et alors,
Et je regarde la table et on était. Il me dit, je lui dis, vous savez, je suis venu, mais j'ai un petit problème pour manger. Il me dit, c'est quoi? Je dis, c'est Pâques en ce moment. C'est Pessah. Et bon, voilà. Et il me dit, vous inquiétez pas, il m'amène à table et je vois, il avait mis du pain azim partout. Et il m'a dit, je vais leur faire bouffer du pain azim. Ça, c'était son côté. Bon, mais moi, je n'ai pas tellement souvenir de... Pour tout vous dire, Pierre, je n'ai jamais j'ai jamais fait une fête religieuse. Je n'ai aucun souvenir. Ou alors mais je l'ai effacé, en même temps, je ne crois pas. En même temps, mais alors, par contre, les œuvres, les hôpitaux, les fondations, les dons, le soutien aux artistes, le don financier, énorme. J'ai quand même souvenir des obsèques de Maurice Reims. Non, on enterre religieusement. Ça. À la fois, non mais c'était extraordinaire. D'abord, les honneurs dans la cour, les honneurs militaires, parce qu'il était résistant, compagnon. Non, mais c'est parce qu'il était Grand Croix, surtout. Grand Croix et compagnon de la Libération. Oui. Donc les honneurs militaires dans la cour des Invalides. Et ensuite, au cimetière, le Kaddish. Toujours. Oui. Mais alors là, par contre, tout le monde meurt dans la religion. Des fois que... Comme quoi? Je sais pas. On vit peut-être pas dans la religion, mais on meurt dans la religion. Oui. J'ai le souvenir aussi... parce que Maurice Reims était quand même un personnage extraordinaire. Moi, je l'ai connu en public. Je l'ai connu. La première fois, je suis passé à Apostrophe, donc il y a 30 ans, chez Pivot. Et il publiait un livre qui s'appelait Le Saint-Office. Saint-Office. Et moi, l'histoire d'un majordome, justement. Ah bon? C'est ça l'histoire du Saint-Office. On verra après, alors on va voir. Tiens, j'avais oublié ça. Et Saint-Office, et puis moi, je publiais la biographie de Marcel Dassault. Et je tremblais, parce que passer à Apostrophe, c'était la première fois, j'avais très très peur. Et alors, il était très rassurant, il me faisait des clins d'œil, je ne le connaissais pas. Et à un moment, il m'a beaucoup surpris, mais en bien, parce que Pivot lui dit « Alors, monsieur Reims, qu'est-ce que vous pensez de Marcel Dassault? C'est votre ami, c'est... » Et Maurice a dit « C'est pas mon genre d'homme. » Alors Pivot dit « Ah bon, pourquoi ?» Il dit « Parce que il s'appelait Bloch et il est devenu Dassault. Moi, j'aime pas ça. » Ça a jeté un froid. Mais après, je suis allé le voir, je lui dis, vraiment, vous pensez? Il me dit, ah oui. Il me dit, pour moi, ça juge. Et ça, il n'aimait pas du tout ça. Il considérait que c'était impossible de changer de nom. Même si on avait vécu les horreurs de la guerre, au contraire, c'était une façon de résister. Autre chose que m'avait dit Liliane de Rothschild, m'avait dit, vous savez, vous ne faites pas d'illusions, les Rothschild, c'est plus ce que c'était. Quand on parle de gens riches, je dis, mais c'est quoi des gens riches pour vous? Elle m'avait dit, c'est Bernard Arnault, c'est François Pinault, parce que d'abord ils ont une fortune énorme, mais surtout ils ont des biens considérables qui produisent beaucoup d'argent. Je dis, les Rothschild, c'est un mythe. Je dis, comment c'est un mythe? Vous n'êtes pas dans le besoin? Je dis, non, on n'est pas dans le besoin, mais c'est un mythe parce que ce n'est plus du tout la puissance ni la fortune que c'était. Non, et puis je pense que il y a eu cette histoire de nationalisation qui a été finalement une espèce de blessure énorme au moment de l'arrivée de Mitterrand, mais qui n'a pas été une mauvaise opération financière, mais surtout derrière la possibilité pour David d'appeler la banque Rothschild. Puis petit à petit, il faut dire la vérité, il a remis cette banque, enfin c'est aujourd'hui la première banque d'affaires, devant Lazare. Devant Lazare, Léo? Oui. Et donc, il a extraordinairement remonté l'entreprise, quoi. Il a été incroyablement brillant, et c'est pour ça qu'il a pris la direction aussi de Londres. Et c'est vrai qu'il a redonné à cette... Et après lui, c'est qui? Alexandre, son fils. Alors, qui est Alexandre? Son fils aîné. Tu as quel âge? À peu près? 27, 26, 28, 27. Moi, alors, les dates, alors moi, Pierre, 26, 27, 28, je sais pas. Et pour fixer quand même dans la mémoire des gens qui est qui, il y a une branche, donc aujourd'hui, il y a beaucoup moins de Rothschild qu'avant, de gens qui portent le nom et qui sont de la famille. En tout cas en France. Alexandre, c'est l'aîné des fils de David, le fils unique. Ensuite, il y a les filles. Mais les filles, elles changent de nom. Elles changent de nom. Mais sinon, en France, c'est essentiellement David et son fils. Il y a Éric et ses enfants. Et donc, il y a aussi Éric donc, qui s'occupe de Château Laffitte. Voilà. Il y a Édouard qui a pris la tangente
Édouard, qui est donc son qui son va demi-frère. acheter, voilà, qui a racheté Libération et qui est passionné, qui fait des concours hippiques et qui vit à Ferrières. Mais pas dans le château. Non. Dans la maison du gardien. De son père. Oui, c'est ça. Un petit peu, oui. La maison du gardien, ben oui. Un grand gardien. Moi, je veux bien être gardien à Ferrières, oui, je oui. vous dis tout de suite. Mais non, mais c'est bien. Et puis voilà, non, c'est David. Et ça, c'est là, en France. Oui. La branche anglaise, c'était donc la lignée de Evelyn Rothschild, donc il n'y a pas de particules, non. Et il n'y a pas de titre. Non. Parce qu'ils sont sujets de la reine. Ils sont sujets de la reine. Donc il n'y a pas de baron de Rothschild. Mais c'est une branche qui a perduré, qui a offert Waddesdon Manor, qui est un château alors assez extraordinaire aussi à l'État, puisque c'est National Trust. Hein. Bah oui, mais comme l'hôtel Lambert... non, l'hôtel Lambert a été vendu. Il a été vendu. Il a été vendu au Qatar, mais je veux dire, il a été vendu. C'est des biens impossibles. Justement, vous parliez de Bernard Arnault, de François Pinault. C'est peut-être des gens qui pourraient garder des endroits comme ça, mais aujourd'hui, gardez Lambert si vous n'avez pas une vie... Parce que ce qui a énormément changé, pour moi, c'est ce que j'ai vu le plus changer, c'est la façon de vivre. C'est-à-dire que les enfants de la génération de ma mère, de David, élèvent leurs enfants, travaillent, les filles travaillent, ils vivent dans des endroits totalement... ça n'a plus de commune mesure, il n'y a pas de vie mondaine, ils vivent très comme ça, familialement. Je crois que personne ne se sentait d'habiter un endroit comme ça. Il faut donner des fêtes, il faut... Alors, l'hôtel Lambert, il faut quand même rappeler, je fais une parenthèse, c'est rue Saint-Louis-en-Lille, donc dans l'île Saint-Louis, et c'est probablement la plus belle maison privée de Paris, de mon point de vue, mais mon point de vue n'a pas d'importance, du point de vue des historiens de Paris, parce que donc si vous voyez, c'est ce qui fait la pointe quand vous passez sur les quais, et c'est un hôtel du grand siècle, construit par Lambert, qui était Vous aviez vu le portrait de Betty là-bas? Et je suis allé voir Betty là-bas. Enfin, je l'ai vue au Louvre plusieurs fois quand elle était exposée. Mais vous l'avez rencontrée vraiment là-bas? Je l'ai ramenée chez elle et je lui ai fait mes adieux quand elle a fait ses adieux à l'hôtel Lambert. Parce que juste après la mort de Guy de Rothschild, qui était donc le propriétaire, l'hôtel a été vendu, enfin mis en vente, et des Russes l'ont visité, des Arabes, et c'est l'émir du Qatar qui l'a racheté, qui fait des travaux très controversés, donc sous l'œil des partisans du vieux Paris, qui surveillent ça de près, mais enfin... Bon, il faut vous dire quand même que c'est un endroit exceptionnel, qui est une préfiguration de Versailles, pour ce qui est de la galerie des Hercules, de toutes les fresques murales de Poussin et de Lebrun, enfin des choses qui n'ont pas de prix à ce stade-là, mais c'est inhabitable. Rien que l'escalier qui est classé, on ne peut pas le toucher, on se casse la figure dessus. C'est grand. Oui, non, c'est même pas que c'est grand. Oui, c'est grand, mais enfin, c'est pas ça qui est impressionnant. Non, je sais bien, mais on se dit, on n'ose rien, enfin, on ose à peine s'asseoir, quoi. En tout cas, du temps de Guy, où il y avait les meubles quand j'y étais... C'était joli. C'était superbe, mais on n'osait pas s'asseoir. Non. C'était... Voilà. Et donc, d'autres personnes avaient vécu dans cet hôtel, mais d'ailleurs, Guy m'avait expliqué qu'il n'y vivait plus. Il s'en servait pour les réceptions. Oui. C'est ça. Mais à l'époque de Marie-Hélène, il y vivait. Mais oui, il y avait Michel Morgan qui avait vécu là. Il y avait le baron de Rédé. Baron de Rédé en haut. Voilà. Et puis voilà. Et le dernier bal auquel j'ai assisté, je crois que c'est le dernier bal qui a été donné par Marie-Hélène, où Léo était d'ailleurs. Tu t'en souviens, Léo? Puisqu'on se tutoie, nous. Oui. C'était quoi? Je me souviens des petits rats de l'opéra dans l'escalier. Le bal féerique, voilà, on était censé être habillé dans un personnage féerique. Moi, je me souviens que j'étais habillée j'avais des ongles très longs, j'avais un manteau doré. J'étais habillée en fée, je ne sais plus quoi d'ailleurs. Et c'était incroyable parce que, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, il y avait tout le corps de ballet des petits rats de l'opéra qui tenait dans l'escalier quand même. Chacun sur une marche. Donc on était accueillis par des flambeaux, C'était une soirée absolument incroyable. Alors, c'était beaucoup plus petit qu'à Ferrières, parce qu'à Ferrières, il y a eu le fameux bal Proust, le bal surréaliste, tout ça, dont on trouve des photos sûrement sur Internet. Mais ça a été les derniers feux
en fait, le dernier bal. Et c'est vrai qu'un endroit comme ça, sans aimer particulièrement donner des dîners, je me souviens de la salle à manger, qui était un peu une réplique de la Galerie des Glaces, un peu comme à Versailles, où mon grand-père avait fêté ses 90 ans. Voilà. Mais après, si vous voulez, pour en revenir une seconde au roman, pour moi, les choses ont dysfonctionné. Pas du tout sur le plan affectif, si vous voulez, mais quand même, ce qui a été dur, c'est que au départ de ma mère, en fait... Quand vous aviez 9 ans? Non, pas du tout. En fait, on dit quand j'avais 9 ans, mais non, en fait. Ah bon? Le peintre, j'avais pas du tout. J'avais 14-15 ans. J'étais adolescente, elle est tombée folle amoureuse d'un homme, comme ça peut arriver. Il est arrivé un jour pour faire un travail conceptuel, parce que c'est un artiste qui faisait, je ne sais pas s'il fait encore, mais il faisait du land art. Et on avait une maison en Corse, par contre que j'ai toujours, puisque c'était la maison de mon père et qu'il n'a pas quand même réussi à prendre la maison de mon père, ça non, il n'est pas arrivé. Et donc il est arrivé avec une 2 chevaux, une tente, 2 bonbonnes d'eau pour peindre une partie du désert des Agriates en bleu. Et il est reparti avec sa 2 chevaux, ses 2 bonbonnes d'eau, sa tante et ma mère. Et là, à partir de là, il a fonctionné comme un personnage de secte, comme une espèce de gourou dont ma mère, au départ, parce qu'après il y a d'autres femmes qui s'agréent, très peu d'ailleurs, mais une ou deux assez importantes, qui s'agréent à ce personnage tellement sympathique. Et ma mère va disparaître corps et bien. J'aime bien le corps et âme. Corps et bien. Mais aussi... Oui, corps et âme et bien. Et tout. C'est l'âme surtout, parce que vous dites qu'elle est envoûtée. Ouais. Non, mais elle a tout de la femme. Écoutez, pour abandonner ses enfants, il faut au moins être envoûté, non? C'est moi qui étais abandonnée, parce que les autres... Enfin, aujourd'hui, mon frère est tombé malade l'année d'après, il est mort aujourd'hui, mais... Ma sœur, avec laquelle j'ai 6 ans, m'a dit « Oh, mais au fond, tu as été quand même trop sympa dans ce roman. » Je trouve pas que j'ai été sympa. Elle l'a vécu très difficilement, mais elle était déjà photographe, elle vivait aux États-Unis, elle avait 22 ans. Moi, j'ai pris ça beaucoup plus de plein de fouet, puisque... Non, mais elle vous a abandonné? Elle est partie. Bah oui. Bon, c'est ça. Elle est partie. Elle est partie. Donc il devait avoir un certain pouvoir, cet homme, sur elle. Oui. Alors il y a des choses que je ne raconte pas dans le livre. Non, mais le portrait, quand même, que vous faites de ce type, artiste-peintre, il s'appelait comment déjà? Mais c'est pas dans le livre. Je sais, alors je peux vous le dire parce qu'il écrit à tout le monde des lettres d'insultes. D'ailleurs, Corinne, vous allez sûrement recevoir une lettre. Dès que je passe quelque part. Ah bon, alors donnez son nom. Jean Véram. Comment? Véram? Jean Véram, V-E-R-A-M. Donc, si vous en fait, il est belge, anonyme, il avait un H, mais il a francisé son nom. Oh, arrête Léo, j'ai une peur. Alors lui, dans le roman, c'est l'ogre. Vous voyez, on a dit Marie-Hélène, c'est la reine des cartes, lui, c'est l'ogre. Vous savez que quelquefois, quand je marche dans la rue, j'ai peur de tomber sur lui. Dans le livre, il m'écrit une lettre horrible le jour de mes 17 ans, que je recopie, j'ai gardé cette lettre, un miracle. Et bien là, c'est pareil, il écrit à tout le monde, mais à la télé, à la radio, où que je sois allée, je suis arrivée à la grande librairie, François Bunel l'avait reçu, Sophie Davant, tout le monde, c'est-à-dire que j'ai des petites jeunes filles très adorables, moi j'aime pas Facebook, tout ça, j'ai pas tout ça, mais qui font une page Facebook et qui racontent, alors Nathalie, elle fait ci, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Donc il prend la page Facebook et où que j'aille, il écrit des horreurs. Jean Véram, bon, on s'en souviendra si on croise. Alors si vous allez, alors mais il faut avoir lu le roman parce que sinon on en profite. Non, le portrait que vous faites de lui est implacable, c'est une sorte de gourou qui a envoûté votre mère, il devait avoir quand même certains avantages. Oui, bah sûrement. Mais si vous allez sur VOD, Vidéo on demande, vous tapez Jean Véram, V-E-R-A-M, et vous tapez Bronze dans le désert. Alors évidemment, il faut l'acheter, 1,40 €, mais je vous assure. C'est quoi, c'est un film? Ah ben c'est un film que ma mère a produit sur un de ses travaux emblématiques et très peu coûteux, qui consistait à faire fondre 1000 bronzes à partir d'une pierre de Saint-Rémy-de-Provence, qui, on le voit, chercher la pierre dans les carrières. Déjà pendant 1 heure, il cherche la bonne pierre, pas la bonne pierre, c'est la bonne pierre, pas la bonne pierre. Après,
il va chez le fondeur, mais c'est à pisser de rire, je vous jure. Mais moi à l'époque, ça ne me faisait pas rire du tout. Hein. Il a fait fondre 1000 bronzes. Après, les 1000 bronzes ont été exposés au musée de l'Homme grâce à Alix, qui à l'époque était... Mais c'est bien, ça sert à quelque chose, l'argent des Rothschild. Ça sert aussi à ça. Ça sert à ça. Mais bravo. C'est au titre du mécénat, finalement. Mais c'est du grand mécénat, et d'ailleurs, c'était dans la tradition de ma grand-mère, qui avait défendu beaucoup d'artistes. Mais quand on je voulais juste finir mon petite histoire des bronzes. Parce qu'après les 1000 bronzes, qu'est-ce qu'on en fait? On les met dans un porte-avions. On demande des autorisations au Mali. Au Mali, déjà à l'époque, c'était pas top. Hein. À la Mauritanie et au Niger. On embarque les 1000 bronzes dans un bombardier. Et là, mais vous avez jamais vu le film, Pierre? Non, non. Oh, c'est pas possible. J'ai trop peur. Et alors? Et là, on largue les 1000 bronzes dans le désert. Pourquoi? Car les bronzes s'enfonceront. Et un jour, les gens, dans 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, les retrouveront et ce sera l'ère du Jean Véramien. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, je vous jure. Et ça, c'est un détail. C'est un détail. Non, mais vous le haïssez. Ah, mais non. Dans le livre. Ah, non, mais vous vous rendez compte de ce que c'est, Pierre? Vous perdez votre mère de son vivant, puis vous perdez votre mère de sa mort, et puis vous débarquez le jour où elle est morte, et vous avez l'impression d'avoir juste raté 20 ans, parce que c'est 20 ans, hein, c'est pas 1 an, 2 ans, c'est 20 ans, et là, vous ne retrouvez plus rien. Plus rien. Vous recevez une lettre, comme on a reçu entre-temps, on avait perdu notre frère quand même. Non, mais rien du tout. Ça, c'est pas dans le livre, parce que l'idée, c'était pas d'être dans le pathos, mais l'histoire, elle est pas rigolote, hein, je vous assure. Et on reçoit une lettre du notaire de Saint-Rémy-de-Provence pour nous dire qu'on est déshérité. Mais c'est pas grave qu'on soit déshérité, de toute façon, il n'y a plus rien. Alors, on est déshérité de quoi? Donc moi, et ça, c'est pas dans le livre non plus, je vous raconte ça, parce qu'on parle, mais moi, j'ai décidé de ne pas faire de procès. À Jean Véram? Ouais. Au gourou? Ouais, parce que je trouvais qu'il m'avait déjà tellement bousillé ma vie que... Enfin, pour moi, faire un procès, c'était rester en lien avec lui. Mais ma sœur a fait un procès qui a duré 7 ans et elle a perdu. Et ça, dans les lettres, il le met bien. Il dit d'ailleurs, les filles ont fait un procès, elles l'ont perdu. Forcément. Notre mère était totalement... elle était envoûtée. Partie... Enfin, oui, oui, d'accord, mais elle avait une part de responsabilité. Mais énorme. Quand elle vous demande, si j'ai bien compris, à un moment, quand elle était avec cet amant... non, c'est son mari. Hein. Elle l'a épousé. Enfin, elle l'a épousé très vite. Au bout d'1 an, il lui a dit où on se marie ou je m'en vais. Donc, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Ben non, elle est trop âgée. Elle vous a vraiment demandé? C'est dans le roman. Non, mais dans le roman, elle demande à sa fille d'être mère porteuse pour elle. Excusez-moi, mais là, c'est quand même... C'est pas lui, là, c'est elle. Hein. C'est les deux. Oui, d'accord, mais enfin, c'est elle qui demande ça à sa fille. Quand même... Et sa fille n'aura pas d'enfant. Oui. Mais quand même, la démarche montre que... Alors, vous voyez, je trouve que là, par exemple, la famille aurait pu s'énerver un peu, parce que je suis allée me plaindre, évidemment. Je suis allée sangloter. On me dit, écoute, au fond, la pauvre, c'est pas très grave, elle est malade. Ah oui, alors, parce que c'est vrai qu'il y a un truc que je ne dis pas dans le roman. Parce que, d'abord, c'est un roman. Et ensuite, parce que je voulais vraiment pas donner une espèce d'image... tragique. J'essaie surtout que ce soit drôle par moment. Elle était malade. Elle était en hémodialyse depuis 25 ans. Elle avait le record mondial des hémodialysés. Donc, en fait, à partir de là, c'est normal que, voilà, tout était pardonné. C'est vrai que c'est horrible d'être dans un appareil de dialyse 1 jour sur 2. C'est affreux. Ça, c'est vrai que c'est affreux. Mais bon. Alors, dans le livre, vous lui trouvez malgré tout des circonstances atténuantes, mais on a l'impression que vous n'êtes pas dans la compassion absolue. J'aime pas la compassion déjà. J'aime pas le pardon. Je trouve que c'est une notion qui me... Pourtant, non, mais il n'y a que Dieu qui peut... C'est une vertu très chrétienne. Non, mais oui, oui, je sais bien, mon cher Pierre, mais au fond, il n'y a que Dieu qui peut pardonner. C'est incroyablement prétentieux de prétendre qu'on peut pardonner. Soit on sent qu'on fait la paix avec les gens dans son cœur. Pas toujours. Si vous on croyez? Expliquez-moi. Je veux dire, il y a un livre, non, mais pour un pardon qui n'est pas le même, qui est le pardon d'après la guerre, par rapport aux victimes de la Shoah. Yankelevitch, philosophe, avait fait un très beau livre qui s'appelle « Pardonner, point interrogation », qui est un court essai, et qui était vraiment intéressant, et qui se conclut en disant « Seul
les victimes peuvent pardonner. Mais pas des ayants droit ou des gens qui se sentent touchés, etc. Seules les victimes, la plupart des victimes en l'occurrence, étaient mortes. Mais certaines victimes de ce qui s'était passé pendant la Shoah n'étaient pas mortes. Ce sont les seules qui peuvent éventuellement accorder un pardon. Bien sûr, on est d'accord. Vous pouvez, éventuellement. Mais c'est-à-dire que si au moins je pouvais pardonner, ça voudrait dire que je ressens quelque chose encore, mais je suis bien plus loin que ça. Ça ne me fait rien. Et l'idée de départ, en écrivant le livre, c'était de me dire, puisque pour moi, pour vous, pour chacun des gens qui ont fait de l'écriture non seulement un métier, mais une passion, une façon de vivre, d'avancer, une raison d'être, l'écriture répare, l'écriture transpose, l'écriture transmute, et puis surtout, l'écriture est censée vous réparer d'une certaine façon, vous aider à avancer. Donc je me suis dit, en écrivant sur elle, il y a bien un moment donné où je vais la rencontrer, je vais rencontrer une tristesse, un chagrin, je vais pleurer, et là, peut-être je pourrais pardonner. Mais il ne s'est rien passé du tout. Est-ce que c'est une mère indigne? Oui. Mais ça indignerait tout le monde que je dise ça, parce que c'était en même temps une femme merveilleuse, c'était une femme extraordinaire. C'est une mère indigne parce qu'elle m'a révoquée, elle m'a répudiée comme on répudie. Et encore, enfin, je trouve que j'ai été licenciée. On ne licencie pas ses enfants. Parce qu'elle est partie? Oui, parce que, non, enfin, c'est pas grave de partir. On peut partir, on peut tomber amoureux, on peut changer de vie. On n'est pas obligé de licencier ses enfants. Tout le monde se sépare, c'est des choses qui arrivent. On peut tomber amoureux, je veux dire, nous les enfants, on n'est pas responsables du destin de nos parents, et Dieu sait que j'avais un père que j'ai compris très tôt qui trompait ma mère, qui avait des maîtresses dans tous les coins, mais jamais, jamais, au grand jamais, je n'ai senti que ça m'enlevait quoi que ce soit. C'est une mère indigne en ce sens qu'elle a donné mon cœur au chasseur comme dans Blanche-Neige, c'est-à-dire qu'il a réclamé mon cœur, elle lui a donné. Parce qu'il y a des gens comme ça qui sont des pervers narcissiques, qui sont des gens qui ont une espèce de besoin de pouvoir, d'hégémonie affective, et qui demandent tout, y compris le cœur de ses enfants. Donc oui, c'est une mère indigne. Oui, c'est comme ça que j'y pense quand j'y pense. Donc pas de pardon. Mais un livre. Oui. Pour nous, c'est mieux. Pour moi aussi. Oui, parce que et puis c'est trop tard, elle est morte. Alors, oui. Même si je pourrais jamais véritablement faire la paix avec elle. D'ailleurs, je vois dans le petit cimetière d'Heureux, où ma grand-mère Alix a été mère pendant des années, où j'ai ma maison, j'ai beaucoup de gens qui comptent dans ce cimetière. Je m'arrête jamais sur sa tombe. Pour voir écrit Lily Véram. Non. Là, il y a toujours le nom maudit. Hein. Oui. 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 Pas envie. J'ai aimé ma mère comme on aime un homme quand on est une femme, ou comme on aime une femme quand on aime un homme. J'étais amoureuse d'elle, c'est le plus grand amour de... Quel est le premier amour de sa vie? C'est sa mère. J'ai aimé passionnément ma mère, et elle a été une mère extraordinaire, c'est d'autant plus atroce. Si au moins ça avait été une sorte de folcoche, si ça avait été une mère, comme il y a dans les romans d'Hervé Bazin, j'aurais détesté, ça n'aurait rien changé. Mais pour moi, c'était tout. Donc à partir du moment où une mère peut vous abandonner, ça rend fragile, quoi, enfin, dans les rapports avec les gens. Il y a une quinzaine d'années, quand on s'était rencontrés pour votre premier livre, je ne vous connaissais pas. Non, c'est vrai. Hein. Du tout. Non. Et je n'avais même pas fait le rapprochement entre Reims et Reims. Bon, mais après vous avoir rencontré pour le premier livre, pour cette interview à France Culture, un matin très très tôt, après je me suis un petit peu renseigné avant qu'on se revoie. Et alors, c'était un truc bizarre. Les gens me disaient, enfin des gens que j'interrogeais, me disaient, oui, elle s'appelle Reims, mais il y a du Rothschild là-dedans. Alors déjà, ça me paraissait curieux. Et puis en même temps, Reims lui-même, Maurice, était un homme à femme, et sa femme une femme à homme, ou du moins, bon. Et donc tout ça s'est beaucoup mélangé, et donc je me suis dit, mais qui c'est finalement cette fille? Et donc je vous ai posé la question de but en blanc quand on s'est revus, je vous ai dit, mais en fait,
de qui vous êtes c'est qui vos parents, vous êtes la fille de qui exactement? Et vous avez cette réponse qui m'avait toujours frappé, vous m'avez dit, on est les enfants de ceux qui nous élèvent. Donc ce n'est pas une question biologique ou génétique, ça n'a aucune importance, ni même d'état civil. On est les enfants de ceux qui nous élèvent. Oui. Alors qui vous a élevé? Ma nurse et mon père. Mon père. Maurice? Maurice. Quand même. Ah oui. Et le miracle a fait que, on va dire, je pense que dans tout drame dans la vie, il faut tirer un bénéfice consommateur des drames. Pour moi, mon bénéfice consommateur, ça a été de me retrouver en tête à tête avec un père que je connaissais très, très peu, qui était très absent, qui avait été absent pour ses enfants aînés parce que la vie, la carrière, la course à l'Académie française, tout ça. Et le départ vous a rapproché? Ah bah complètement, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvés tous les deux dans cet appartement et là on s'est dit, bon on fait quoi? Bah, on va apprendre à se connaître et là on en a bien profité. Vous pouvez tout dire, nous pouvons tout entendre. Oui. Après ce qu'on a dit, hein, après peut-être vous en cette avez confession. Marre. Oui madame. Voilà, le micro arrive, c'est mieux, parce que comme c'est filmé, c'est mieux que ce soit... Écoutez, moi j'ai lu votre livre, Nathalie, j'ai aussi lu celui de Pierre Assouline d'ailleurs, mais j'avoue que celui de Nathalie m'a énormément ému. Après j'ai recherché sur Internet un petit peu pour... L'organigramme était très fouillé dans le livre, alors j'essayais de... Parce que je ne m'y retrouvais plus très bien, à vrai dire, dans toute la généalogie, surtout remontant à l'Autriche. Et puis j'ai trouvé qu'à la fin du livre, quand même, mine de rien, il y avait ce qu'on pourrait appeler une petite vengeance, et j'en étais très contente pour vous. J'ai trouvé que quand vous aviez parlé à la famille Rothschild, et je crois que c'était David, et qui vous avait pas apporté son soutien, parce que vous avez effectivement conseillé de laisser passer tout ce que vous racontiez, et j'ai trouvé qu'à la fin, vous aviez quand même évoqué la crise financière, et vous avez quand même... très rapidement entre les lignes, mais enfin pour ceux qui connaissent un petit peu, c'était quand même flagrant, vous avez quand même dit qu'ils étaient au courant de beaucoup de choses et que la banque, enfin ceux qui étaient dans la banque à l'époque, étaient peut-être pas blanc-bleu comme on peut dire. Ça c'est vraiment sorti une allusion. Oui, non, mais c'est imaginaire ça. Ah bon, il y a des tas de choses imaginaires. D'accord. Donc ce déjeuner auquel moi qui est complètement inventé. D'accord. Bon, c'est là où c'est pas complètement une autobiographie. Il y a des choses vraies, des choses pas vraies. Non, mais je trouvais que c'était intéressant de raconter ce que c'est que justement la crise des sentiments reliée à la crise financière. Voilà, bon, c'était un petit lien comme ça, petite réflexion sur le monde dans lequel on vit et cette crise de la finance. Très bien. Mais écoutez, encore vraiment merci pour ce livre qui était Mais c'est extrêmement moi qui vous émouvant. Merci beaucoup. Je craignais que ce soit quelqu'un qui veuille nous dire... C'est pas le même, c'est pas du tout sur le même plan, je dirais, les deux. Je craignais que ce soit quelqu'un qui veuille nous dire je vous interdis de parler des Rothschild, parce que moi ça m'est arrivé. Non mais ce que je veux juste dire pour clore cette partie-là, c'est que je n'ai pas mis le nom aussi parce que je savais bien que voilà, c'était un peu violent par moment pour eux, que j'aime énormément mon oncle et qu'il était assez inquiet d'ailleurs. Je lui ai envoyé les épreuves évidemment, hein, en lui disant écoute, s'il y a vraiment quelque chose qui te serre la gorge, tu me le dis, je le corrigerai. Mais non, il m'a dit ça va, mais bon, j'ai senti qu'il y avait 2-3 trucs qui quand même l'avaient un peu heurté. Il m'a dit essaye de pas trop prononcer le nom pendant la promotion. J'ai réussi à ne jamais prononcer le nom. Jusqu'à ce soir. Oui, mais parce que c'est fini. C'était le piège. C'était le piège. Non, et puis les gens qui me disaient voilà, le nom, je disais c'est vous qui le dites. Voilà. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais sûrement, David, à la suite de... Même vous l'avez poussé, je pense, m'a appelé à la suite du portrait. Non, je vous assure, je ne l'ai pas poussé. Enfin, je vous assure, vraiment, il était extrêmement ému et touché par le livre. Alors, il m'a appelé et il m'a toujours, parce qu'il est d'une courtoisie exemplaire, d'une éducation
formidable. Il m'a dit, franchement, c'est un très beau livre, vous avez réussi. Mais il me l'a dit à moi, donc c'est que ça doit être vrai. Mais il m'a dit, mais je dis, il n'y a rien qui vous gêne. Il me dit, oh si, il y a une petite chose. J'étais dit avec un tel sens de la litote que dans le côté petite chose, j'entendais, si vous arrachez la page, ça m'arrangerait. Mais il ne l'a pas dit. Et comme moi, je ne comprends pas du tout les litotes, n'est-ce pas? Je suis un abruti. Je lui dis, mais de quoi s'agit-il? Il me dit, vous savez, à un moment, vous dites que l'un des fils de James, donc fin 19e, dont j'oubliais tout d'un coup c'était Edmond de Rothschild, mais Edmond, le premier du nom. Vous dites qu'il n'était pas tout à fait le fils de Betty. Je dis oui, parce qu'il me dit, mais vous savez, je dis, écoutez, c'est dans Balzac. Balzac, dans sa correspondance et dans ses mémoires, dans son journal, il dit qu'il connaît très bien la famille, il connaît très bien aussi l'avocat des Rothschild, qui c'était Maître Strauss, je crois. Et Maître Strauss était très lié à Betty de Rothschild, et Edmond ressemble beaucoup à Maître Strauss, quoi. Et donc, voilà. Bon, alors, il me dit, vous savez, ça, c'est indispensable. Je dis, écoutez, moi je respecte beaucoup Balzac. Hein. Il m'a dit, bon, oui. Puis, voilà, il a été parfait. Et alors, le livre sort, et c'est pour ça que j'ai eu peur tout à l'heure, mais j'ai eu tort. Le livre sort, et puis je fais une conférence à Genève, invité par 80 dames, 80 femmes de Genève, un cercle féminin de lecture et de la grande société genevoise. Oui, c'est une expérience inoubliable. Et alors, dans un grand hôtel, elles étaient là et elles m'ont fait un accueil formidable. Et donc, je raconte l'histoire de Rothschild à table. Et puis, quand il y a une pause, je dédicace avant le dessert et de reprendre la parole. Et à ce moment-là, arrive une dame en retard, mais qui ne s'excuse pas du tout d'être en retard, qui se fait remarquer, avec des lunettes noires. Et non contente d'être arrivée en retard tout bousculée, elle prend la parole et elle dit « Mais moi, monsieur, je ne vous autorise pas à parler au nom des Rothschild, vous n'y connaissez rien. D'ailleurs, il y a une erreur flagrante dans votre livre, page 123. » Alors je dis « Madame, d'abord, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas qui vous êtes, si vous voulez bien enlever vos lunettes très très noires, pour que je sache qui vous êtes et qu'on puisse parler, et éventuellement... » Et elle enlève ses lunettes, elle me dit, je suis Nadine de Rothschild. Je dis, oui, ça, évidemment, j'aurais dû m'en douter. Et elle dit, je dis, écoutez, vous en dites trop ou pas assez. Donc, quelle est cette page 128? Parce que moi, je vais un peu oublier. Hein. Et elle dit, vous prétendez que Edmond de Rothschild n'est pas le fils de Betty de Rothschild. Qu'est-ce qui vous permet d'inventer ça? Alors, je lui donne mes sources. Et elle me dit, mais je ne le crois pas, et ça n'a pas de sens, etc. Il faut vérifier quand on écrit, il faut savoir ce que c'est qu'écrire. Alors j'ai dit, écoutez, c'est pas une personne qui signe des livres qu'elle n'a pas écrits qui va me dire ça, puisque moi je peux vous dire que ce que j'ai écrit, je sais exactement ce que j'ai écrit, alors que vous ne pourriez pas le faire. Et donc elle s'est assise, et là j'ai compris que c'était quand même l'ancêtre de son mari, qui était donc Edmond, c'est ça? Oui. Et donc ça signifie que Benjamin de Rothschild, l'actuel chef, son fils, l'actuel chef de la branche suisse des Rothschild, qui entre parenthèses est la plus riche, n'est-ce pas? Oui, non, c'est moi qui l'ai dit. Eh bien, il n'est pas si Rothschild. Oui, d'accord. Ah oui, c'est enregistré, c'est vrai, oui. J'avais oublié. Bon, de toute façon, il y a prescription. Voilà, donc, ce sont les aventures qu'on peut avoir quand on... Il faudrait écrire un jour le vrai roman. De la famille? Oui. Oh, c'est pas moi qui le ferai, en tout cas. Non. Ne vous inquiétez pas. Allô, ce n'est pas moi qui le ferai. Non. Ça serait trop. Y a-t-il d'autres interventions? Je ne suis pas Alexandre Jardin. Non, j'avais remarqué, oui. Vous aviez remarqué, Pierre? Oui, je ne serais pas venu. Oui. Madame? Je n'ai pas lu votre livre. Je connais bien tous les livres de Pierre, mais je n'ai pas lu votre livre. Et dans ce que je ressens, de ce que j'entends, je vous vois comme une petite fille, je ne vous vois pas comme une femme. Oh, mais c'est vrai, vous avez raison. Mais c'est vrai, mais non, mais vous avez raison. Oui. Non, mais c'est tout, c'est vrai, vous avez raison. Non, mais je crois que je ne serai jamais autre chose qu'une vieille petite fille, mais certes,
Mais je pense que oui, il y a quelque chose chez moi qui ne grandira jamais. Mais vous avez raison de dire ça. Ça doit être une des raisons pour lesquelles j'ai pas eu d'enfant. Voilà. Ça n'empêche pas la maturité, ça n'empêche pas. Mais c'est même des tas de très choses. tendre, hein, au contraire. Je sais pas, Ça peut mais être tendre, c'est hein. comme ça. Et J'aimerais être deuxième- une femme par moment, j'aimerais des tas de choses, mais bon, j'ai les moyens que j'ai, j'en ai pas d'autres. Une deuxième chose, vous avez dit, c'est une famille, il fallait leur tirer les mots, les souvenirs, etc., avec un forceps. Et à titre personnel, je crois que c'est vrai que dans certaines familles, moi j'étais aussi dans une famille où il fallait aussi, on n'arrivait d'ailleurs même pas à avoir de réponse, et je pense que c'est la guerre qui les a marqués, qui leur a fermé la bouche. C'est possible. Je pense. Je ne suis Je- pas Moi, entièrement je suis pas sûre non non, plus, parce non. que les Non, je crois que c'est le les poids Rothschild, de- non, quand vous dites la guerre, quand tu dis la guerre, c'est l'occupation. Pourquoi tu la tutoies? C'est ma cousine. Ah non. C'est l'occupation. La Oui, guerre, l'occupation, et puis ce qu'ils ont vécu, pas non, mais la justement, guerre, c'est ils ce ont- qu'ils ont vécu. Non, mais l'occupation n'a pas été, heureusement pour eux, c'est très curieux, les Rothschild n'ont pas souffert de l'occupation car ils ont pu partir très vite. Et ils ont eu l'idée, heureusement, de partir très vite. Élie de Rothschild a fait la guerre de 40 et s'est retrouvé 4 ans dans un stalag et dans une forteresse à Colditz, très dur, très dur, mais il était prisonnier de guerre. Et Ma les mère est autres, partie en Argentine. les tout autres de sont suite, partis tout de suite, à tout New de York. Guy est parti à New Tout de York. suite, Guy est parti à New York, on a envoyé ma mère Et et vous Alix savez- en Argentine et ils ont passé la guerre chez Neila et Arthur Rubinstein. En Argentine. Donc, ce que je Non. veux dire, non mais pour finir là-dessus, les Rothschild n'ont pas souffert de l'occupation, mais j'allais dire, ironie de l'histoire, la seule personne qui a porté le nom de Rothschild et qui en est morte sous l'occupation était catholique. C'était la femme de Philippe. De Philippe, oui. De Philippe de Rothschild pas Lafitte, mais à Mouton. à Mouton, Ouais. qui était donc catholique, qui était d'une famille d'aristocratie catholique, et qui disait « Moi, je pars pas, je suis chez moi, je suis chez moi en France, j'ai rien à me reprocher. » Ils l'ont déportée, et elle est morte en déportation. Oui. C'est dommage parce que je croyais avoir trouvé la raison de ce silence qui a fait que je n'ai jamais pu. Parce que je crois que le savoir silence, qui il était existe. Le grand-père qui était la. Non, je crois que grand-mère, le silence, il existait au 19e siècle aussi. Je crois que vous savez, on est élevé tout simplement avec le silence pour que surtout rien ne sorte. À partir du moment où, et d'ailleurs je le vois bien, j'ai écrit un roman, et merci beaucoup madame, j'ai été aussi sincère que possible. Mais au fond, j'ai écrit le 10e de ce que j'aurais pu écrire. J'avais sans arrêt des barrières, des balises, des phares qui s'allumaient. Je n'écrirai jamais. On parlait d'Alexandre Jardin, évidemment que je suis contre le principe, mais même si je voulais, j'ai déjà l'impression d'avoir terriblement transgressé. Alors que par rapport à Christine Angot, c'est comme vous dites, c'est Martine à la plage. Donc. Mais on est élevé comme ça. Alors l'écriture, c'est une transgression. Mais c'est sûr que c'est pas dans les livres de Nadine que c'est très transgressif. Non, mais c'est pas des romans, vous voyez, c'est pas voilà. Mais on est élevé comme ça. On est élevé avec ce poids-là pour être sûr, et ça marche. Que on ne dira jamais les choses, et que l'anecdote que Pierre a racontée tout à l'heure, c'est une anecdote parmi des dizaines et des dizaines. Pour aller dans le sens de Nathalie, pour avoir lu la correspondance de la famille Rothschild entre eux sur à peu près 100 ans, aux archives à Londres, donc entre les frères, avec les parents, etc., vraiment sur plusieurs générations, ainsi que leurs journaux intimes et tout ça, je peux dire que c'est même pas le silence, c'est une tradition de discrétion. On ne parle pas par discrétion. Alors on peut traduire ça par le silence, le tabou, etc. C'est pas seulement ça, c'est la discrétion. Par exemple, moi, si vous me confiez un secret, j'ai été élevée comme ça, je ne peux pas dire que sur la chaise électrique, je ne parlerai pas. Ça, on ne peut jamais le dire. A priori,
c'est impossible. Je crois que je préférerais mourir que de parler. J'ai été élevée comme ça, je ne peux pas vous expliquer. Ça fait partie de l'éducation. On sait à qui confier les secrets, alors. Hein? Ah oui, ça. Bonsoir. Je voudrais savoir si votre mère pouvait reprendre vie. Est-ce que vous pourriez supporter le regard qu'elle porterait sur votre livre? Oh oui. J'aimerais bien, j'aurais bien aimé qu'elle le lise parce que je me dis que c'est peut-être finalement comme les années ont passé et qu'il y a beaucoup de distance et que j'ai été avec elle terriblement dans la colère et dans le reproche aussi par moments. Je me dis que peut-être que, vous savez, souvent on se dit que si les gens revenaient, ils comprendraient mieux leurs erreurs. C'est possible ou pas, j'en sais rien. Mais je pense qu'elle comprendrait mieux les choses si elle pouvait le lire. Et puis si elle avait vu tout ce qui s'est passé après sa mort, je crois que la question se poserait même pas. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Je voulais savoir quel regard votre sœur a porté sur votre livre et ça m'intéresse de savoir. C'est gentil. Un regard très bienveillant. Elle trouve que j'ai été trop sympa avec l'artiste, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle dans le livre, et que on a vécu des choses bien plus dures que ce que je raconte, et que juste sur l'artiste, j'aurais pu... pourtant, un Pierre, c'est pas mal déjà, hein, mais que... parce qu'il y a une ou deux histoires que je raconte pas, dont une particulière, qui aurait pu faire beaucoup, beaucoup de bruit. C'est-à-dire que... C'est laquelle? En fait, je vais juste, comme ça, essayer de le dire à ma manière, c'est-à-dire que quelques années après avoir été avec ma mère, il a eu une première relation avec une femme d'un homme extrêmement important, et que voilà, ça a provoqué le divorce de cette femme, etc. Et que j'aurais pu, à ma manière, faire comprendre que... Parce que très vite, il n'a pas été fidèle non plus. Donc voilà, donc j'ai parlé que de la deuxième, qui s'installe chez ma mère d'ailleurs avant sa mort, et qui va prendre possession. C'est un stratège, parce qu'il vise des classes sociales assez élevées quand même, en général. Oui. 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 D'ailleurs, la dernière avec laquelle il s'est marié très peu de temps après la mort de ma mère, à mon avis, non, elle n'était pas très... Elle avait une particule quand même. Pas mal. Donc non, voilà, j'ai essayé de ne pas tomber dans le sordide, voilà. Ça aurait pu très vite... J'avais comme ça de temps en temps des pulsions de me dire vas-y, mais non. Donc ma sœur, qui le porte pas non plus dans son cœur, voilà. Mais sinon elle a été très très respectueuse. Mais vous savez, je pense aussi que elle est photographe et qu'à partir du moment où on fabrique des choses à partir de soi, après il y a des choses qu'on aime plus ou moins, on se dit les choses, mais on ne peut que respecter ce que fait l'autre. Mais là, en l'occurrence, je pense qu'elle a aussi, à sa manière, beaucoup souffert de cette histoire. Donc c'était bien pour elle aussi. Bonsoir madame, je n'ai pas lu votre livre, par contre le titre est extrêmement doux. Beaucoup de douceur, de laisser les cendres s'envoler, c'est très joli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense qu'à un moment donné, quand on est dans la perte, dans le chagrin, dans les cendres, c'est évidemment une image de la disparition, de la crémation, de la disparition, il faut savoir refermer les pages, quoi. Il faut savoir tourner la dernière page d'une histoire pour avancer. Donc il faut laisser les cendres s'envoler pour se sentir peut-être plus léger, tout simplement, pour pouvoir avancer. Bonsoir. Bonsoir, madame. Est-ce que vous avez pu ou maintenant penser qu'il y avait une certaine fragilité chez votre mère à subir un tel ascendant? Parce que pas toutes les femmes peuvent se laisser embarquer dans des histoires pareilles. Oui, mais je l'explique justement. Vous l'expliquez dans votre livre? livre? Oui, c'est-à-dire que je donne pour moi l'explication de la faille que je n'ai pu analyser qu'à l'âge adulte, parce que dans les premières années, j'étais trop dans le chagrin, trop dans la haine, il faut dire la vérité, contre lui. Parce que j'ai mis des années à comprendre qu'elle était complètement complice de tout ça et que, on n'est jamais victime si on n'est pas, d'une certaine façon, responsable de ses choix aussi. Personne ne lui imposait. Je pense que c'est bien sûr, d'abord, cet état de
de fait ses problèmes de santé, mais c'était aussi lié, je pense, à son histoire personnelle, son histoire d'enfance, la perte de son père, le fait qu'elle a été élevée par un homme qui n'était pas son père, le fait qu'elle a été adoptée mais pas reconnue. Des tas d'explications que j'essaye de trouver, qui à mon avis sont des pistes, mais c'est des pistes. Oui, c'est des pistes. Je ne sais pas si c'est ça. Merci. C'est vrai que quand on apprend, enfin, en lisant le livre, on se dit, mais quelle famille et quelle chaîne de traumatismes. Là, récemment, je lisais les mémoires et la biographie de Françoise Giroud qui viennent de paraître. Moi aussi, je l'ai lu. Et dans ses mémoires inédits, elle raconte, parce qu'elle a eu quand même une complexité dans le personnage, la haine de soi, la haine juive de soi, etc. Et elle dit Elle écrit quand même des lettres. Oui, des lettres anonymes. Anonyme. Non, mais là, elle dit que elle a appris, quand elle était enfant, par sa mère, qu'à sa naissance, son père l'a jeté par terre, parce qu'il voulait un garçon. Ça laisse des traces, en principe. Oui. Oui. Je Donc, pense. et là, c'est le genre de récit, que ce soit celui-ci ou celui de François Giroud, où on se dit, quand on voit tout ce qui s'est passé avant, finalement, ça aurait pu être pire, l'arrivée. Mais c'est sûr, je pense que le fait d'être élevé par quelqu'un, de l'appeler papa, de ne pas l'appeler papa, de ne pas être reconnu, de ne pas être adopté, enfin, voilà, il y a sûrement des choses qui ont... Ah oui, mais il y a une phrase, tiens, ça me revient maintenant dans votre livre, qui m'a beaucoup frappé. Vous dites, je n'ai, pour ainsi dire, jamais vu mes parents ensemble. Oui. Mais je Vraiment dis aussi à propos de ma mère, on lui refusait la branche sur laquelle elle s'était assise. Oui, ça c'est une image, Oui, une métaphore. Mais Non, c'est vrai. Je pas n'ai faux jamais non vu plus. mes parents ensemble. Vraiment? Rarement. Non, s'il était à Saint-Florent, oui. Mais rarement. Ah non, rarement. Non, puisqu'on ne prenait pas nos repas avec eux. On ne prenait jamais nos repas avec eux. Quelquefois le dimanche, mais c'était très rare. On les voyait l'été.